Précédemment, dans Cartel Nord. Objectif pour les enquêteurs, connaître et comprendre le rôle des trafiquants de la Tourka. Pour arriver à faire des surveillances à l'intérieur de la Castellane, c'était des prouesses incroyables. À 600 mètres d'altitude, un hélicoptère survole la cité de la Castellane pour cartographier l'organisation du réseau. Les enquêteurs mettent en place une impressionnante toile d'écoute téléphonique. Après plusieurs mois d'enquête sur le réseau de la Tourka, la citadelle de la Castellane livre enfin une partie de ses mystères. L'organisation du trafic est désormais connue des enquêteurs, reste l'objectif prioritaire, faire tomber les têtes du réseau. Filature, écoute, les policiers accumulent les preuves pour passer à l'action, mais un événement inattendu menace l'enquête. Dans la nuit du 10 avril 2013, le patron de la Tourka, le gérant du plus grand supermarché de la drogue de Marseille, se fait tirer dessus. Bienvenue dans la 3e saison de Cartel Nord, plongé dans les coulisses d'une enquête de police sans précédent. Un podcast original, La Provence. Épisode 4, menace sur la Tourka. Début 2013, les enquêteurs connaissent désormais le nom et le rôle des principaux trafiquants soupçonnés d'être impliqués dans le réseau de la Tourka. Dans les bureaux de la police judiciaire, l'organisation de ce réseau se dévoile petit à petit. Leurs photos, leurs surnoms comme Œilleton ou le Z, deux des principaux lieutenants, sont placardés sur les murs. Le puzzle du tentaculaire réseau de la Castellane se met progressivement en place. Il faut essayer d'avoir une vision plus ou moins complète de la structuration du réseau, ce qui n'est pas facile. Jacques Dallest est l'ancien procureur de la République de Marseille. Il y a des pièces que vous avez, puis d'autres qui vous manquent. Il y a des gens, vous avez X ou Y, un tel, on ne sait pas, puis ils ont tous des surnoms, un peu, donc qui est qui, quelquefois, c'est pas simple de savoir, et ça demande du temps. C'est pour ça que moi j'ai souvent expliqué à certains hauts responsables qu'une enquête judiciaire, c'était du chirurgical. C'est pas du ramassage dans la rue, c'est d'essayer, sur une longue période, d'identifier qui fait quoi. Et donc, ça suppose de laisser le trafic durer. Et il ne faut surtout pas vouloir tout de suite interpeller les gens dans la rue, parce qu'on va avoir que la queue de filière, finalement. Et il manquera ceux qui sont les donneurs d'ordre, les bénéficiaires, etc. Dans cette enquête à haut risque pour coincer les principaux membres du réseau de la Tourka, les policiers font face à des trafiquants extrêmement vigilants, toujours sur leur garde, à la limite de la paranoïa. Exemple, à moins d'1 kilomètre de la cité de la Castellane, un des principaux caïds de l'organisation est localisé, sa maison est placée sous surveillance, mais tout ne se passe pas comme prévu. À un moment donné, on identifie un individu qui habite à l'Estac, qui est sans doute un gros ravitailleur ou un grand gérant, qui pour nous est un mec très 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 important de l'organisation. Le commissaire divisionnaire Sébastien Lothar est chef de la division stupéfiant de la police judiciaire de Marseille. Et effectivement, on le surveille ardemment, on lui balise sa voiture, on lui met des caméras devant chez lui, et on pense que le voisinage nous a détectés en train de poser une caméra, et la caméra disparaît. Elle est retirée. Et lui, d'un coup, prend un comportement d'un honnête citoyen. Il change complètement ses habitudes de ravitailleur, de présence sur la Castellane. Bon, il a été interpellé, on n'a rien trouvé chez lui, mais il était quand même écroué du fait de ses actes précédents. Mais voilà, ça c'est le bas. Quand on pense qu'on s'est fait, entre guillemets, balancer, c'est notre jargon. C'est-à-dire qu'on s'est fait donner sur notre présence et notre surveillance, ça crée un petit flottement pessimiste. Des contretemps, des moments de doute, ces semaines, ces mois d'investigation sous haute tension sont de véritables montagnes russes pour les enquêteurs. Une enquête judiciaire, quand elle part sur, notamment en stup, quand elle part sur du long terme, elle connaît malheureusement des hauts et des bas. Il y a des moments, il y a une excitation folle parce que
on a détecté, on a compris quelque chose, on a dit purée, ça y est, je sais qui fait quoi, ou je sais ce qui va. Et après, il y a des moments où on perd, soit parce que d'une part, on s'est fait détroncher, parce qu'on a été vu sur un dispositif, et là, l'enquête prend un coup de mou, ou parce que effectivement, un objectif important est bon, ou a disparu, ou s'est mis en cavale, ou voilà. Donc, l'enquête judiciaire, elle vit toujours de désagréments. Il y a des jours où on est optimiste au possible, et quelques jours après, on est pessimiste en dépression. Dans cette enquête au long cours, il faut savoir s'adapter et faire le dos rond. Le temps, c'est l'allié de l'enquête pour le policier. Ça permet de comprendre, et puis à un moment donné, de faire reposer, comme on dit, de faire reposer si on a eu un coup de chaud. Voilà, on laisse reposer pour que effectivement les personnes, même s'ils pensent qu'effectivement on est sur eux, ils passent à autre chose et qu'ils continuent un peu le business, parce que le business, lui, n'attend pas. Près d'1 an après le début des investigations, un événement inattendu menace l'enquête. Mercredi 10 avril 2013, il est 23h15, le chef du réseau de la Tourca rentre chez lui à la Castellane, raccompagné en voiture par l'un de ses lieutenants. La Renault Twingo se gare au cœur de la cité. Au loin, 2 silhouettes s'approchent d'un pas déterminé. Les 2 hommes sont armés et arrivés à hauteur du véhicule, ils ouvrent le feu. La scène est d'une extrême violence. Sous l'impact des balles, le pare-brise explose. Le conducteur est blessé à l'épaule. Miraculeusement, le chef de réseau, lui, s'en sort presque indemne. Dans la foulée, les 2 hommes parviennent à s'échapper du véhicule. Les 2 tireurs prennent alors en chasse le chef du réseau et c'est le début d'une course-poursuite. De nouveaux coups de feu résonnent dans la cité. Finalement, le boss de la Tourca parvient à se cacher dans un bâtiment. Blessé à l'épaule, son lieutenant trouve refuge chez une habitante. Les 2 tireurs prennent alors la fuite. À la police judiciaire de Marseille, c'est la stupeur. On n'a pas senti qu'effectivement une menace pouvait exister le concernant. On tremble un peu parce qu'on se dit, mince, ça serait quand même dommage de perdre la tête de réseau dans le cadre d'une affaire qu'on a menée depuis plus d'1 an et de se dire, mince, on ne pourra pas l'avoir s'il meurt. Donc effectivement, on était quand même inquiet sur le fait que, d'une part, ils disparaissent physiquement, qu'ils meurent, ou secondo, ils disparaissent physiquement parce qu'ils se mettent en cavale, loin de Marseille, qu'on ne puisse pas le retrouver nous. Voilà, notre inquiétude, c'était surtout ça. Une inquiétude d'autant plus grande car les enquêteurs comprennent que l'équilibre entre les réseaux de la Castellane est en péril. Cette tentative de règlement de compte est en fait un coup de force d'une équipe sur une autre. Ce 10 avril 2013, clairement, c'est un moment marquant, un peu historique dans l'histoire de la Castellane et de ses réseaux de stupes. Romain Capdepont est journaliste à la Provence, chef adjoint du service reportage. Depuis des années, 3, 4, jusqu'à 5 réseaux tournent en bonne intelligence, une certaine harmonie. Et ce 10 avril 2013, il y a une attaque clairement dont les policiers sont persuadés qu'elle vient d'un réseau de la Castellane, celui de la Jougarelle. Bon, personne ne sera accroché, mais la thèse policière, c'est clairement que ce jour-là, la Jougarelle a voulu faire une OPA hostile sur la Tourca, qui était clairement le réseau qui tournait le plus fort et qui attirait évidemment toutes les convoitises et toutes les gourmandises. Et clairement, ce jour-là, c'est le début d'une série d'épisodes qui embraseront la Castellane, même si ça restera une des cités quand même qui restera tenue pendant des années, mais il y aura quand même des épisodes, et ce jour-là, c'est la source de ces épisodes. Après cette attaque armée, la situation se tend à la Castellane. Dès le lendemain, dans les écoutes téléphoniques, les enquêteurs interceptent une discussion entre 2 membres du réseau. Plusieurs fois, les 2 hommes répètent « c'est bouillant » à la Castellane. Moins de 2 semaines après, le 23 avril 2013, les enquêteurs sont informés de nouveaux coups de feu dans la cité de la Castellane, retranscrits dans ce procès-verbal auquel nous avons eu accès. Disons être informés par notre hiérarchie que le 23 avril 2013, en soirée, il y aurait eu des coups de feu dans la cité La Castellane, secteur allée de la Jougarelle. Disons également être informés que cet événement est lié à la tentative d'homicide perpétrée dans la soirée du 10 avril 2013
sur le chef du plan de la Tour, du réseau de stupéfiants de la Castellane. Les auteurs de cette embuscade du 10 avril 2013 étant, selon notre source, les gérants d'un autre plan de stupéfiants situé 3 allée de la Jougarelle, toujours dans la cité La Castellane. Le 23 avril 2013, les membres du réseau de la Tour seraient intervenus pour répliquer à cet événement, notamment en intimidant par des coups de feu sur le réseau concurrent, obligeant ce dernier à fermer son commerce illicite. Fin avril, la tension est extrême à la cité de la Castellane. Les écoutes se suivent et se ressemblent pour les enquêteurs. Tous les jours ou presque, les trafiquants alertent leurs proches sur le conflit en cours entre les deux équipes rivales. Exemple, le 27 avril, quelques jours à peine après les tirs de représailles, une conversation entre 2 membres haut placés du réseau de la Tourca témoigne de la violence qui règne dans la cité. C'est chaud au quartier. Ils ont expulsé du terrain l'équipe d'en face à coups de frappe dans la tête. Tu as raison, faut être sans pitié et régler les comptes des petits PD. Sous tension, les gérants du réseau de la Tourca se préparent au pire. Courant mai, nouvelle illustration, la police judiciaire intercepte une conversation entre le patron du réseau de la Tourca et son plus proche lieutenant. Ils parlent de Kevlar et de matos, du langage codé, décrypté par les enquêteurs. Le patron du réseau cherche en fait des armes, des munitions et un gilet pare-balles. À la mi-mai 2013, face au risque d'embrasement, les policiers n'ont plus le choix. Après plus d'1 an d'investigation, les enquêteurs ont réuni les preuves juridiques suffisantes pour interpeller les principaux membres du réseau de la Tourca. Pour la plupart d'entre eux, les écoutes et les surveillances physiques ont suffi à réunir les éléments matériels pour prouver leur implication. Illustration avec le plus proche lieutenant du chef de réseau, dont la participation au trafic se révèle au cours d'un échange téléphonique. L'enquête stup, elle est quand même ficelée par des écoutes téléphoniques, associées avec des surveillances physiques, mais des écoutes téléphoniques, quoi. Donc oui, il parlait énormément sur les écoutes, et c'était bon. Si vous vous rappelez, je me rappelle la maîtresse de Bouchentouf, là, de Boudère, qui arrêtait pas de lui dire « laisse tomber le charbon, laisse tomber le charbon hein ». Mais voilà, elle le met dedans, hein, qu'avec ça. « Laisse tomber le charbon, pourquoi tu es tout le temps en train de t'occuper du charbon ?» Tout ça, ça le met dedans. C'est les écoutes qui, effectivement, les incriminent. Et nous, on retranscrit, là. Brrr. Pour les plus haut placés, les plus prudents, l'enquête permet de retenir contre eux la qualification d'association de malfaiteurs suffisante pour les arrêter. Cela marque donc la fin de l'enquête judiciaire pour démanteler de la tête aux pieds le réseau de la Tourca, quitte à ne pas avoir pu remonter toute la filière. Le but d'un réseau cité, c'est de comprendre l'approvisionnement. C'est-à-dire comment la CAM arrive depuis l'Espagne ou depuis Paris ou de je ne sais trop où jusqu'à la cité. C'est ça le but. On veut ça. On veut comprendre quel est leur vecteur d'approvisionnement. Là, en l'occurrence, on avait identifié toute la partie distribution, mais on n'avait rien sur la partie approvisionnement parce qu'ils avaient eux-mêmes complètement étanchéifié ces parties-là. Et ça, on ne l'avait pas. Il aurait peut-être fallu encore 1 an ou 2 ans d'enquête pour l'avoir. Mais j'ai dit, c'est con, on a identifié déjà tout ça. Ça serait con de ne pas faire déjà tout ça, et puis après, on verra si on peut repartir sur cet aspect-là, vous voyez ? Et à un moment donné, il faut prendre une décision. Dans ce souci de préserver l'enquête au vu des tensions dans la cité, les policiers n'ont plus le choix. Ils doivent passer à l'action, au risque de voir la situation leur échapper. C'est le rôle du chef de service, en l'occurrence ma pomme, à un moment donné, de faire une deadline. Là, on dit stop, on va interpeller, on va proposer au magistrat instructeur une opération d'interpellation, on joue trop avec le feu, on tient pas, effectivement, on a pris des coups de chaud, on a un mec qui a failli se faire tuer, il faut y aller, on va pas attendre. Parce que vous avez souvent le groupe qui est dans son truc et qui se dit on va se donner encore un peu de temps, on va écouter, on va y continuer, je vais essayer de comprendre. L'enquêteur stup, il veut essayer de tout comprendre et de tout connaître, avec le risque effectivement qu'à un moment donné, on perde des choses parce que le milieu des stupes, en plus en ce moment avec les réglos, ils s'entretuent et on perd tout. Mais à un moment donné, il y a celui qui est un peu au-dessus de la mêlée, qui n'a peut-être pas le casque sur les oreilles ou les filatures en tête, qui leur dit attendez là, on a eu ça, stop, on va peut-être maintenant y aller, on va aller au résultat.
Le danger, quand on est trop lent, c'est que le trafic, il évolue aussi. Donc, on n'est plus sur les mêmes configurations. Karine Sabourin est juge d'instruction au tribunal judiciaire de Marseille et c'est elle qui a instruit le dossier de la Tour K. Et puis, à un moment donné, donc vos policiers, ils s'usent en préliminaire, disons, puisqu'on est en commission rogatoire, ils s'usent en préparation d'interpellation. À un moment donné, on est mûr, tout le monde en a marre, et puis on décide d'un bonjour. Et là, vous remarquerez, le 17 juin, c'est juste avant les vacances d'été. Donc, on se dit, on fait ça avant les vacances. Sinon, ça va être septembre, octobre, on aura d'autres urgences, ça va pas. Donc, il y a des tas de contingences, à la fois dues à l'enquête et puis dues au calendrier général. Et c'est pareil, les renforts en CRS et en effectifs, on savait qu'on ne les aurait pas à d'autres moments, pas après. En septembre, ça allait être compliqué parce qu'on repart sur d'autres configurations du trafic et puis d'autres urgences. Et puis, on voulait quand même éviter un Xème règlement de compte, notamment dans cette cité. En seulement un mois, une opération de police de grande ampleur est donc mise en place pour arrêter les principaux caïds de la Tour K. Le 17 juin, l'assaut est mené, des armes, des feuilles de compte et de la drogue sont saisies et une vingtaine de personnes sont interpellées. Une opération couronnée de succès avec l'arrestation du principal boss de la Tour K, celui que l'on surnomme Nono, Nordine Achouri. Un nouvel épisode de Cartel Nord chaque mercredi sur les plateformes d'écoute habituelles. Cartel Nord est un podcast original La Provence. Retrouvez tous les autres podcasts sur laprovence.com.